Kevin, première question. Est-ce que pour celles et ceux qui ne te connaissent toujours pas, parce que je pense que ça va venir bientôt, d'ici quelques mois, tout le monde connaîtra ton nom et ton prénom, est-ce que tu peux te présenter, dire d'où tu viens, et puis qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, la planète MMA se dit, il se passe quelque chose avec lui? Ok, alors je m'appelle Kevin Jousset, je suis français, j'ai grandi ici et j'ai déménagé de l'autre côté de la planète il y a 6 7 ans. C'est là où j'ai fait ma carrière de MMA, ce qui explique le fait que personne ne me connaît en France actuellement. Et ouais, j'ai eu des bonnes performances récemment, donc là il y a quelques médias qui commencent à s'y intéresser en France. Donc ouais, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et cet anonymat, on va dire, relatif en France, est-ce que toi, c'est quelque chose que aujourd'hui t'apprécies ou tu te dis il était temps qu'un peu les gens s'intéressent à moi, que moi je me dise bon bah ça va être intéressant de t'interviewer aussi, ou t'aimais bien cette tranquillité que t'avais avant? Pour être honnête, moi les réseaux sociaux, les médias, tout ça, c'est pas forcément mon fort, entre guillemets, c'est pas vraiment la chose qui m'intéresse le plus. Donc, dans un sens, ça m'est un peu égal, mais dans l'autre sens, c'est quand même important d'avoir de la reconnaissance. Parce que le MMA, ça doit être un sport, ça reste un business. Et si personne te connaît, tu combats pas dans les grosses organisations et tu fais pas d'argent. Donc, au bout d'un moment, c'est clair que c'était important que ça arrive. Après, le sport, je l'aime pour l'aspect de la compétition, ce genre de choses. Pas forcément pour les médias et les réseaux sociaux, quoi. Et Mais bon, ça fait partie du business. Et c'est marrant parce que voilà, tu viens du judo, qui est un sport, on va dire, où c'est vrai que globalement, on va dire, les athlètes ont pas forcément, et même dans le sport au niveau professionnel, tu vois, c'est pas le sport où enfin, le côté respect est vraiment mis au-dessus de tout. Il y a pas cette culture des réseaux sociaux comme peut l'avoir l'UFC et le MMA au global. Ah, Ça a coupé, ah je t'ai yes, entendu plus ah, pendant une seconde. pas de souci. C'était ouais, donc tu viens du judo, un sport où tu vois le respect est mis au-dessus de tout, où vraiment il y a ce côté martial qui est hyper important. Le MM, c'est pas encore au niveau du MMA en termes de trash talking et tout ça, et je pense que ça n'y sera jamais. Pourtant, toi, t'as fait cette transition vers le MMA, tu connais bien Israël Adesanya, qui lui, sur les réseaux sociaux et même avant, après les combats, il n'hésite pas. Est-ce que tu te dis aussi aujourd'hui, alors que t'es en train d'atteindre une nouvelle étape dans ta carrière, que tu vas peut-être changer là-dessus aussi? Oui et non. Je pense que c'est important de faire du bruit un minimum, mais je pense que tu peux pas changer ta personnalité totalement juste pour plaire au public et pour faire plus d'argent. Parce qu'à la fin, au final, il faut quand même être OK avec l'image que tu retransmets aux gens. Faut pas oublier qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent le sport, dont des jeunes et ainsi de suite. J'ai pas envie de retransmettre une mauvaise image entre guillemets. J'ai envie d'être moi-même. Après, s'il faut faire un peu plus, ça me dérange pas. Mais il faut pas s'attendre à ce que je devienne quelqu'un totalement différent de ma vraie personnalité. Yes. Et par rapport, donc t'as connu le judo à un vrai haut niveau. Là aujourd'hui au MMA, tu te rapproches du plus haut, à savoir l'UFC, les grandes ligues. En termes de sport et on, on va dire de structuration, qu'est-ce que t'as préféré, qu'est-ce que tu préfères toi? C'est difficile à répondre cette question dans le sens où le judo, j'ai commencé, j'étais gamin, j'étais vraiment jeune, j'ai grandi en faisant du judo tous les jours jusqu'à 21, 22, 23 ans où vraiment c'était ma vie entre guillemets. Et ensuite, je me suis mis au MMA à un âge adulte où au final c'est vraiment différent. Le judo, je m'y suis mis où j'avais pas le choix entre guillemets. Quand t'es gamin, tu t'y mets, tes parents t'y mettent. Et ensuite, ça te plaît, du coup, tu continues. Le MMA, c'était vraiment un choix. Et je continue, voilà, parce que ça me plaît énormément. Et je progresse et tout ça. Donc, c'est difficile de choisir. Le judo, à l'époque, ça me plaisait énormément. J'ai arrêté parce que j'avais plus de plaisir à m'y entraîner. Du coup, c'était très difficile d'atteindre le plus haut niveau si t'as plus de plaisir à t'entraîner. Le MMA, actuellement, j'adore. C'est ce que je fais tout le temps. Je regarde des combats tout le temps et ainsi de suite. Donc, maintenant, je me verrai pas retourner en judo, ça c'est clair. Et j'adore vraiment le fait qu'en MMA, il y ait énormément de choses à travailler. Tu peux progresser sur plein d'aspects du sport différents et tu te lasses jamais, quoi. Il y a tellement de choses à faire que ouais, c'est ça que j'adore vraiment dans ce sport. Et en judo, tu faisais partie de l'équipe de France, c'est ça? Je m'entraînais avec eux, ouais, j'ai eu deux, trois compètes internationales en junior surtout. Et ensuite, quand je suis monté en senior, je suis monté à Paris, du coup, je m'entraînais à l'INEF et à l'INSEP.
j'y suis resté pendant quelques années et ensuite c'est là où j'ai arrêté. Et est-ce que tu te poses la question de te dire, est-ce que ça pourrait t'arriver aussi en MMA d'avoir cette lassitude? Et est-ce C'est que tu l'as possible. déjà eu? Et est-ce que tu l'as déjà eu, ouais. En MMA, non. Je pense que en fait, la raison pour laquelle j'ai eu la lassitude en judo, c'est le fait que j'étais aussi très investi depuis tout le temps. Et aussi un plus jeune âge où normalement les jeunes, quand t'as 15, 16 ans, tu t'entraînes pas 2 fois par jour. Tu vois ce que je veux dire? T'as d'autres choses à faire pour sortir avec tes potes, ainsi de suite. Mais moi, j'étais vraiment investi dans ce sport à l'époque. Là, c'est différent. Et je pense que si j'ai cette lassitude un jour, ce sera dans beaucoup d'années, parce que là, je suis encore, entre guillemets, au début de ma carrière. Et là, maintenant, j'ai des vrais objectifs professionnels et ainsi de suite que je veux atteindre. Et je pense pas que j'aurai cette latitude avant au moins 5, 10 ans. Et j'espère que d'ici là, ma carrière sera en bonne voie, entre guillemets. Et justement, là aujourd'hui, t'as 30 ans, t'es aux portes de l'UFC. Est-ce que t'as déjà, parce que enfin, selon toute vraisemblance, tu vas y signer d'ici quelques semaines, mois, jours, quoi. Est-ce que t'as déjà des événements qui toi te font rêver, du fait que t'es des glorieux partenaires d'entraînement aussi, le fait de savoir un peu comment se passe l'UFC. Est-ce que t'as un peu d'appréhension aussi avec ça, parce que tu te dis, ok, il y a le côté que tout le monde voit, que les fans vont voir, mais aussi le côté business de l'UFC qui est une vraie machine aussi. Ouais, 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 un petit peu. Après, j'ai la chance, comme tu dis, que je m'entraîne avec des gens très connus. Et j'ai eu la chance d'aller à des événements avec eux. Je suis allé à New York quand il a combattu contre Pereira. C'était l'UFC 281, il me semble. Je suis allé à Houston quand il a combattu contre Whitaker au Texas il y a 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça. Et tu vois, tout ça, j'étais avec eux toute la semaine, avec eux dans le salle d'échauffement et ainsi de suite. Et du coup, voir tous les médias, ce genre de choses, ça m'a aidé à me rendre compte de vraiment comment ça se passe. Euh, Pas que la journée du combat, mais la semaine d'avant, et les semaines de préparation et ainsi de suite. Et pour être honnête, bon, c'était une expérience superbe, mais dans un sens, moi, je me suis rendu compte qu'au final, c'est exactement la même chose que je fais au quotidien. Il y a juste plus de médias et il y a plus de personnes qui regardent. Mais au final, ça change rien. Le jour où tu es enfermé dans la cage, t'as un mec contre toi qui a 2 jambes, 2 bras, et ça reste la même chose. Faut juste réussir à rester focus sur l'objectif et pas être distrait un peu trop avec ce qui se passe autour de toi. Mais bon, c'est comme ça, voilà. Après, faut pas oublier que même les médias et tout ça, c'est pas forcément facile à gérer. Mais faut pas oublier que sans les médias, ce sport, on pourrait pas en vivre aujourd'hui. Donc, faut savoir accepter les pour et les contre. Et qu'est-ce qu'il y a que tu trouves bien justement à l'UFC? Où tu te dis ça, j'ai hâte d'y être. La compétition. La compétition, parce que tout le monde pense que ces mecs, c'est les meilleurs. Et, et je sais que je peux les battre. Donc, c'est ça, en fait. C'est la compétition. C'est juste pour me prouver à moi-même que j'ai raison. Me prouver à moi-même que je sais que je peux battre ces mecs. Et voilà, c'est vraiment la raison principale, en fait, qui m'attire de combattre pour l'UFC. Parce que j'ai combattu contre des mecs très très bons en Australie et en Nouvelle-Zélande, qui sont, crois-moi, bien meilleurs que des mecs qui sont en UFC actuellement. Et j'en suis sûr à 200%, parce que je m'entraîne contre des mecs de l'UFC, et je me suis entraîné contre des mecs de l'UFC dans plusieurs pays, aux States, au Canada et ainsi de suite, et en Australie. Et je sais ce que les mecs ils valent. Et je sais que les mecs que j'ai combattus, il y en a certains, ils sont bien meilleurs que ces mecs. Je les ai battus. Je sais très bien que la plupart des mecs de l'UFC, je pourrais les battre aujourd'hui. Donc c'est ça en fait qui m'attire. Je veux me prouver à moi-même que j'ai raison. Et il y a des gars en particulier qui, toi, comment, pas forcément te font rêver d'affronter, mais tu vois, c'est des noms où quand tu les regardes, tu te dis, j'aimerais bien justement me tester face à eux. Euh, Non, ça va être. J'ai pas un nom qui me vient en tête directement, mais après c'est clair que c'est le top de la food chain, le top 5, le top 10, le top 15, c'est les mecs que éventuellement je, je veux battre, ça c'est clair. Après, bien sûr, Jack Della, contre qui j'avais combattu au tout début de ma carrière, et que l'arbitre avait arrêté le combat entre le round 2 et le round 3 parce que j'avais une coupure au-dessus de l'œil. Ça, ce combat, je l'ai encore en travers de la gorge, entre guillemets. Ça, c'est un combat que je veux, quoi. Je sais que je suis meilleur que lui, je sais que je peux battre à 200%. Aujourd'hui, je sais pas combien il est, mais il est dans le top 15 mondial. Donc ça, c'est clairement un combat que je veux et que j'aurai dans les années qui arrivent. J'en suis persuadé.
Donc clairement, en plus là, il fait pas mal de, il est bien vu en ce moment en UFC, donc c'est bien. Mais sinon, non. Franchement, je pars du principe que si tu penses que tu peux battre les mecs, faut pas forcément avoir un nom en tête. Tu peux combattre tout le monde. Et aujourd'hui, donc t'es champion welterweight, champion middleweight. Est-ce que tu te vois aussi évoluer dans ces deux catégories à l'UFC ou tu vas vraiment te focaliser sur l'une en particulier? Je vais rester en welterweight au début, c'est clair. Je vais rester en welterweight au début, atteindre mes objectifs en welterweight, qui sont bien entendu d'arriver au plus haut niveau. Et après, why not? Si Easy il a pris sa retraite d'ici là, ouais, alors middleweight c'est clair. Après, je combattrai jamais mon pote, ça c'est sûr et certain. Mais ouais, pourquoi pas aller en middleweight au bout d'un moment, à voir. Mais en middleweight, pardon. Mais je vais clairement faire ma carrière en welterweight pour le moment. Tant que les régimes sont pas trop difficiles, je le ferai. Ensuite, au bout de 35 ans, je t'avoue, j'aurais plus forcément envie de descendre à 77 kilos. Et quand tu vois le MMA que, bah, on va dire pour toi, je sais pas ce que t'en penses d'ailleurs, est-ce que tu trouves que c'est allé vite entre le moment où t'as fait ta transition et là où aujourd'hui où t'es aux portes de l'UFC où tu te dis ça a quand même été long parce qu'il y a eu 4 ans entre ton premier combat pro et puis aujourd'hui quoi. Si j'avais pas eu le background en judo que j'ai, ouais, j'aurais pu dire c'est allé vite. Mais quand j'ai commencé le MMA, j'avais de l'expérience en grappling qui était déjà assez évoluée. Quand je m'entraînais contre les ceintures noires de jiu-jitsu et tout ça, j'avais aucun problème. Du coup, c'est pas comme si que je partais de zéro. Du coup, non, je pense pas que ça allait vite. Pour être honnête, je pense que j'aurais pu être signé même plus tôt. Mais je pense que le timing est parfait dans le sens où maintenant je suis prêt physiquement et techniquement et mentalement surtout. Je sais ce que je peux faire et je sais que ça va arriver et j'ai les raisons de le croire. C'est pas juste, ok, j'ai de l'espoir et c'est un rêve qui est arrivé comme ça. Donc non, je pense niveau timing, c'est parfait. 30 ans, c'est bien. Je sais que j'évolue encore quotidiennement et j'ai encore de belles années devant moi, donc c'est parfait. Quand je disais ça, c'était aussi pour le côté, donc, il y a évidemment les périodes d'ascension, mais je trouve que le sport va hyper vite dans le sens où il y a quelques mois de ça, Kamaru Usman, il était numéro un au pound for pound, tout le monde disait c'est l'un des plus grands de tous les temps, et là il va affronter Ramzat limite pour sauver pas sa peau, mais son statut de mec qui a marqué l'histoire ou qui allait marquer l'histoire. Est-ce que toi, quand tu vois que ça va si vite dans les mecs, les gens, limite quand il y a un gars qui va perdre, bah, par exemple Adesanya quand il a perdu contre Pereira, tout le monde avait oublié tout ce qu'il avait fait. Est-ce que le sport, les fans, tu te dis, c'est vrai que c'est extrêmement dur parce que on ne se souvient que de ta dernière performance. Ouais, c'est clair. Bah après, ça fait la beauté du sport, mais c'est clair que ça le rend très difficile. C'est un sport, c'est pas comme le foot, le rugby, tout ça où les mecs ils jouent tous les week-ends et au final, même si tu perds 2 ou 3 matchs d'affilée et que tu regagnes après, t'as perdu pendant 3 semaines, ensuite tu regagnes, tout le monde a oublié au bout de 3 semaines. Là, si tu perds un combat et tu recombats pas pendant 4, 5, 6 mois, tu perds 2 combats, ça veut dire que tu peux ne pas gagner pendant un an. C'est énorme. Mentalement, c'est très difficile à gérer, j'imagine. Donc ouais, c'est clair. Après, voilà, c'est les règles du jeu. Personne nous a obligés à le faire et il faut être d'accord avec les conditions qu'on joue. Mais bon, c'est comme ça. C'est clair que les fans, ils se rendent pas forcément compte, j'imagine, à part les mecs qui connaissent vraiment le sport et qui s'entraînent et ainsi de suite. Mais la majorité des fans, c'est pas forcément le cas. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça. On fait avec. J'essaie d'être focus sur ce que me disent mes entraîneurs et les mecs qui me connaissent vraiment. Parce que les fans qui me connaissent pas personnellement, au final, ça va pas me toucher autant. Et est-ce que toi, t'as eu des moments de doute? Quand je dis ça, c'est par exemple quand t'avais perdu contre Jack Della Maddalena, lui, il avait connu ses 2 premiers combats pro, il les perd et depuis, il est sur un run absolument fantastique. Toi, t'as eu ces défaites-là, mais les défaites avant d'arriver à l'UFC, est-ce que il y a des moments où tu te dis peut-être que c'est pas un sport pour moi ou peut-être que j'aurais pas dû faire tout ça? Non, je me suis jamais dit ça. Je me suis jamais dit ce sport il est pas fait pour moi et ainsi de suite. Après des moments de doute, je pense qu'on en a tous, mais ça a jamais été aussi bas que ça. Je me suis dit quand j'ai perdu, ça m'a énervé pendant des mois. J'y pense et j'y pense et j'y pense parce que je sais que je suis meilleur que certains mecs et quand tu perds, c'est voilà, c'est un peu démoralisant. Mais j'oublie pas l'objectif final.
j'ai des objectifs à atteindre à court terme, à moyen terme, à long terme. Et c'est pas parce qu'il y a un des objectifs à court terme qui se passe pas comme prévu que l'objectif à long terme va changer. Donc après, voilà, c'est comme ça, c'est les aléas du sport. Il y a des fois, on se sent bien, des fois, on se sent moins bien, même à l'entraînement. Il y a des jours où j'ai l'impression que j'ai tout gagné et je me réentraîne contre les mêmes mecs 3 4 jours après en sparring encore et j'ai l'impression que j'ai tout perdu. Et c'est les mêmes mecs. Donc au final, voilà, ça veut rien dire, il faut savoir être présent le jour J. Et en général, ça va, j'oublie pas l'objectif à long terme et je reste focus sur ça. Et qu'est-ce qui fait que t'arrives justement à pas te laisser abattre dans ces moments-là? Ouais, je pense que c'est la résilience, hein. Faut juste, faut savoir ce que tu veux dans la vie en général, que ce soit le sport ou autre chose. Faut vraiment réussir à avoir un objectif. Si t'as pas d'objectif, je pense que c'est beaucoup plus difficile de se relever de ces moments difficiles. Après, quand t'as un vrai objectif à atteindre, au final, la route pour l'atteindre, elle n'est pas forcément aussi droite que prévu, mais ça change pas l'objectif final. Donc, ouais, je pense que c'est juste de la résilience et je suis assez, comment on dit, euh, stubborn en anglais. Euh, j'ai oublié le mot. Je suis assez, S-T-I-B-B-O-R. Je suis assez entêté, voilà, exactement. Du coup, quand j'ai une idée en tête, c'est très difficile de me l'enlever et je vais me donner les moyens pour l'atteindre, que ça plaise aux gens ou non. Et ça, dans un sens, dans le sport, je pense que c'est important. Et tu t'as dit là il y a quelques minutes que à l'UFC tu pensais pouvoir battre les meilleurs, que t'aimerais affronter les meilleurs aussi. Est-ce qu'il y a des gars en particulier où tu te dis lui, soit tu vois des failles et tu te dis les gens, par exemple, je dis n'importe quoi, mais Shavkat Rakhmonov, est-ce que t'es dans ce train de te dire lui ça peut être un nom pour le futur ou pour l'instant il y a des choses que toi t'as vues que les gens n'ont pas vues? Ah, clairement, c'est des mecs que je veux battre et je vois des failles dans tous les mecs. Ok. Quand je regarde un combat, en général, quand je regarde les combats de l'UFC, bah, c'est quasiment les seuls combats que je regarde, les combats de l'UFC, les combats en Australie, Nouvelle-Zélande, parce que du coup, je connais pas mal de mecs là-bas. Je les regarde souvent en mode fan quand c'est live, et ensuite, je les re-regarde en mode où j'analyse le combat et je veux vraiment savoir ce qui se passe et les opportunités à saisir. Mais tous ces mecs, ils sont, ils sont humains, ils sont comme toi et moi, ils font tous des erreurs. Personne n'a à la performance parfaite. Il y a toujours des erreurs techniques et faut juste savoir les saisir au bon moment. Et ouais, ce mec-là, Shavkat, il est très bon, mais il fait des erreurs aussi, comme tout le monde. Et, euh, et ouais, Ousmane, c'est un mec, j'adorerais le combattre. Et ça, surtout quand il était champion. Maintenant, il a perdu, et du coup, voilà. Mais ça change pas qu'il est très très bon, et ainsi de suite. Ouais, j'adorerais le combattre et j'espère que j'aurai l'occasion avant qu'il prenne sa retraite. Ça, c'est clair, ça reste l'un des plus gros noms en welterweight, en MMA. Donc ça, c'est clair que Ousmane, si je peux le combattre dans ma carrière dans les 2 3 ans qui arrivent, ça me ferait bien plaisir. Mais je sais comment je le combattrai. Ok, et est-ce que tu peux nous dire, parce que là tu vois je suis très curieux, après voilà, comme tu as dit Ousmane, là on l'a vu déjà perdre, mais toi qu'est-ce qu'il y a que les autres n'ont pas fait où tu te dis ça ce serait intéressant de faire contre Kamaru Ousmane? Ah, il y a plusieurs choses. Je pense qu'il est très bon dans ce qu'il fait. Après, je pense que niveau distance management, c'est pas forcément le meilleur. Au niveau, il est très bon quand il est au corps à corps. Il est bon en boxing quand il est assez proche. Quand il est assez loin, il fait beaucoup plus d'erreurs, entre guillemets. Et c'est aussi là que Leon Edwards, il lui a fait payer sur son dernier combat. Et quand il est venu un petit peu trop près, c'est là qu'il a pris des coups de coude, ainsi de suite. J'aime bien utiliser mes coudes aussi. Donc ça, voilà, c'est plus niveau distance en général. La distance de combat, ça, il y a beaucoup de combattants en UFC où ils sont très bons quand ils sont proches. Du coup, bien sûr, tu vas le toucher beaucoup plus, mais tu vas aussi te faire toucher beaucoup plus. Si tu regardes mes combats, c'est très très rare que j'ai pris des dégâts. C'est la plupart de mes combats, je ressors, j'ai pas de dégâts. Et la plupart des mecs de ma salle, au final, City Kickboxing, Easy et Dan Hooker et tout ça, tous ces mecs, et Alex Volkanovski, tu regardes ces mecs-là, ils prennent pas vraiment de dégâts. C'est très rare, tu vois. C'est un combat de temps en temps, il y a des dégâts parce que les mecs, ils sont aussi vraiment bons, c'est le plus haut niveau.
Mais en général, niveau défense et niveau tactique de combat, c'est là où je pense que la salle à laquelle je m'entraîne, City Kickboxing, on est vraiment les meilleurs. Et, euh, et ça aide. Ça aide. De vraiment pas prendre de dégâts, ça va aussi aider à avoir une grande carrière et pas juste combattre pendant 2 3 ans et ensuite tu as un peu trop de dégâts au cerveau. Et on a l'impression ouais, qu'à City Kickboxing, tout est arrivé en même temps. Est-ce que c'est peut-être un peu de entre guillemets de hasard le fait qu'il y ait d'autres gars qui viennent comme Alexander Volkanovski qui a pas fait toute sa carrière là-bas, mais est-ce que c'est aussi le fait qu'il y ait une synergie entre vous tous qui fait qu'aujourd'hui on a l'impression qu'il y a un vrai takeover qui se passe? La synergie, c'est clair, ça t'as totalement raison à ce niveau-là. Après, je pense que le niveau, il avait depuis bien longtemps, mais en venant d'un pays comme la Nouvelle-Zélande, qui est un tout petit pays à l'autre bout du monde, c'est pas forcément le pays dans lequel ils allaient recruter des combattants, surtout l'UFC, une entreprise américaine et tout ça. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle ça leur a pris autant de temps de recruter des mecs de ce pays. Ensuite, quand ils en ont pris, au final, tout le monde a eu des très belles performances. Et je pense que, par exemple, en France, ça va être la même chose. Ça fait pas longtemps qu'il y a des combattants français, mais au final, tout le monde performe très, très bien. Et je suis sûr qu'en France, on a des dizaines et des dizaines d'athlètes qui pourraient combattre en UFC actuellement, mais qui malheureusement n'ont pas encore eu les opportunités. Mais maintenant que l'UFC vient en France pour la deuxième fois là en septembre, ils vont s'intéresser de plus en plus à recruter les Français. Et c'est super pour le pays, c'est super pour les combattants d'ici. On va avoir beaucoup plus d'opportunités et on va se rendre compte qu'en fait, les Français, ils étaient prêts à combattre au plus haut niveau depuis bien longtemps. C'est qu'une question d'opportunité. Et justement, toi, t'as ces deux casquettes d'un côté français où c'est vrai que ça s'ouvre, c'est un vrai marché pour l'UFC, et puis l'autre côté un peu la Nouvelle-Zélande où aujourd'hui t'es dans une belle salle, t'as des très 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 beaux partenaires d'entraînement. Comment tu navigues entre ça? Je vis en Nouvelle-Zélande. Donc, tu vois, là, par exemple, là, je suis en France pendant quelques jours que j'ai combattu il y a une dizaine de jours. Du coup, je suis juste venu en vacances, voir la famille que je vois très rarement. Du coup, je suis juste venu ouais, voir les amis et la famille, mais là, je rentre d'ici 3 4 jours en Nouvelle-Zélande. Après, voilà, je vis là-bas. Donc, pour moi, c'est un petit peu différent. Euh, sur le circuit australien, néo-zélandais, en MMA, les gens me connaissent et je connais à peu près tout le monde. Et c'est aussi pour ça que, comme on disait ici, les gens me connaissent pas. J'ai jamais combattu en France pour le moment. Après, voilà, je suis français. J'oublie pas mes racines. J'adore mon pays et les gens d'ici. Clairement, ça reste un des objectifs de combattre en France. Si c'est pas à septembre, ce sera plus tard. Mais clairement, je combattrai en France un jour ou l'autre. Mais j'ai aussi envie de combattre en UFC en Australie, en Nouvelle-Zélande, parce que voilà, j'ai commencé là-bas, j'ai tous mes potes aussi là-bas, et il faut aussi savoir redonner au public. Donc voilà. Et au niveau de différences culturelles, qu'est-ce qui je crois que c'était quelque chose qui t'intriguait de base, mais qu'est-ce qui t'a fait rester en Océanie? La salle d'entraînement. La salle d'entraînement, tu vois, bah ça, on revient un petit peu à la question de tout à l'heure, c'est vraiment la synergie dans l'équipe. À City Kickboxing, c'est vraiment une petite famille, tu vois. On s'entraîne tous ensemble, et que par exemple, tu des combats amateurs ou que tu des combats easy qui combattent pour la ceinture UFC, on se rejoint tous pour regarder les combats, on se soutient tous et ainsi de suite. C'est vraiment une grande famille. Et ça, je pense que c'est important pour atteindre le plus haut niveau, d'être bien entouré et tout ça. Et après, j'aurais peut-être pu trouver ça dans une autre salle en France. Je sais pas, c'est possible. Mais sachant que j'ai commencé là-bas, c'est difficile de partir quand t'as tous tes amis et tout ça là-bas. Donc on verra par la suite, mais pour le moment, je me plais bien là-bas. Et comment vous faites pour garder cet esprit-là? Parce que une fois que t'as Adesanya qui est champion, ensuite il y a Volkanovski qui est champion, je pense que tout le monde a envie de s'entraîner à City Kickboxing. Et comment vous faites pour garder cette culture? Ah, c'est un petit pays, hein, la Nouvelle-Zélande n'a que 5 millions d'habitants. Donc déjà, voilà, après, ouais, on a beaucoup de monde qui s'entraîne à la salle. Euh, Dans les compétiteurs, là, si tu regardes par rapport à les années précédentes, ça a aussi bien augmenté. On a de plus en plus de monde. Après, je pense que l'une des raisons pour laquelle tout le monde reste humble et l'esprit reste le même, ça reste mon entraîneur, Eugene Barman. Donc, vous avez déjà dû le voir dans le corner d'Easy et enfin de tous les mecs. Euh, il est très bon, bien entendu, techniquement, tactiquement et tout ça, mais il est aussi très bon à juste garder l'équipe soudée
Tout le monde se soutient, tout ça. Je pense que c'est l'une des clés, c'est clairement l'entraîneur qui nous, euh, qui nous garde tous ensemble et tout ça. Et il y a des choses en particulier, toi, que t'as pris de tes, que ce soit Adesanya, que ce soit Volkanovski, que ce soit Jones, où tu t'es dit, là, ils ont quelque chose de spécial dont il faut soit que je m'inspire, ou tu vois des conseils en particulier que t'as pu prendre d'eux. Ouais, je pense que c'est même pas techniquement. Techniquement, j'apprends au quotidien, ça c'est clair. C'est plus humainement. Tu vois, un mec comme Izzy, qui est connu partout, dans le monde entier, en MMA et pas que, tu te demandes comment il peut rester aussi humble. Les gens le voient qu'en vidéo. Du coup, en vidéo, bien sûr, il parle beaucoup et tout ça. Mais Izzy, c'est un mec en or. Les gens, ils se rendent pas forcément compte. C'est vraiment un mec humainement en or. Et je me rendais pas compte que c'était possible d'être aussi gentil et aussi, il donne énormément. Tu vois, par exemple, pour mon combat, c'est en Australie. Il est venu exprès de Nouvelle-Zélande pour me voir. Il a ramené d'autres mecs pour me voir. Il a payé tout ça pour les mecs. Il n'a pas besoin de faire ça. Tu vois, ce que je veux dire, il n'a pas besoin de, le mec, voilà, c'est le roi en MMA. Il fait ce qu'il veut. Il pouvait juste rester chez lui, regarder à la télé tranquille. Non, il est venu me soutenir et tout ça. Donc voilà, c'est juste humainement, c'est un mec en or et ça, j'apprends énormément parce que tu te rends compte qu'au final, le sport, c'est bien. Ça va durer 5 10 ans, ça va durer le temps que ça dure. Mais au bout d'un moment, voilà, humainement, faut rester une bonne personne. Et ça, c'est ça vraiment que j'ai appris de lui, d'Alex Volkanovski et tous ces mecs. Mais ouais, c'est ce qui est frappant quand on voit les embedded et les vidéos un petit peu behind the scenes, c'est qu'il y a une vraie camaraderie entre vous tous. Et est-ce que là aussi, comme tu disais, ça reste un petit pays, il y a de plus en plus de gens qui viennent s'entraîner, mais est-ce qu'il y a comment, on va dire une barrière à l'entrée à ce niveau-là où faut aussi que tout le monde s'entende bien quand il y a des nouveaux gars qui arrivent? Parce que j'imagine quand il y a des camps d'entraînement, et toi aussi tu vas le vivre là au fil de tes carrières, vous faites venir des gars de l'extérieur aussi. Ben, on fait pas vraiment venir du monde. C'est Ok. ça qui est intéressant parce que la plupart des grosses salles ou la plupart des athlètes qui ont l'argent nécessaire pour pouvoir faire venir des mecs, ils le font. En fait, on a la chance, entre guillemets, d'avoir un petit peu tous les styles de combattants là-bas. Et du coup, on le fait pas forcément. Et ouais, un nouveau mec qui va venir à la salle, si il se plie pas aux règles de la salle, il va pas être bienvenu. Mais il va le voir tout de suite. Mais pour être honnête, pour pas se plier aux règles de la salle, faut vraiment être bête. Parce que les règles de la salle sont très faciles. Faut juste être respectueux, accepter le fait que voilà, ça se passe comme ça, et c'est tout. Mais c'est comme toute salle, je veux dire, tu as assis kickboxing ou dans une autre salle dans le monde, c'est normal, c'est à toi de t'adapter, c'est pas aux gens de s'adapter à toi. Donc non, non, ouais, c'est assez facile d'y rentrer tant que tu acceptes le fait que voilà, tu vas chez quelqu'un, c'est à toi de t'adapter. Et est-ce que tu penses à la manière de ce qui s'est passé lors de la carrière de Khabib, où il y a eu une vraie empreinte qui a été laissée, parce qu'ensuite il y a eu Islam Makhachev, il y a d'autres coéquipiers, il y a eu un avant-après. Stick kickboxing, tout ce que vous développez, notamment en striking, dans la gestion des distances, est-ce que tu penses que c'est quelque chose là qui peut avoir un impact culturel, entre guillemets, sur le MMA, et que vous arrivez aussi à vous renouveler, parce que on voit bien qu'aujourd'hui les gens commencent à voir la patte que vous avez. Ouais, ouais, clairement. Clairement, bien, comme je disais, il y a Eugene, l'entraîneur, mais on a aussi d'autres entraîneurs qui sont très très bons et ils étudient des combats à longueur de journée. Et franchement, les mecs, quand je les entends parler niveau combat, ils ont une culture du combat. Ils vont me sortir des combats des années 60, où ils te ressortent des trucs techniquement que toi, t'as jamais entendu parler des mecs qui ont combattu. Et ouais, ils recherchent toujours à évoluer, à devenir meilleurs. Et là, on parle du côté euh, striking et tout ça, mais en grappling, c'est pareil. Les gens, ils pensent qu'à City Kickboxing, on fait que du kickboxing et tout ça. On fait plus de grappling que de striking. Et c'est juste que en striking, je pense qu'on est encore plus avancé que la plupart des autres salles. Mais du coup, en grappling, on essaie de progresser à ce niveau-là aussi. Mais ouais, non, c'est la salle, les entraîneurs essaient toujours de nous faire progresser, d'apprendre. Tout le monde est ouvert d'esprit pour apprendre des gens de l'extérieur et tout ça. Et Donc, tant que comment... tu restes ouvert Vas-y, vas-y, d'esprit, pardon. Vas-y, vas-y. Ouais. ouais, tant que on reste ouvert d'esprit et qu'on comprend que de toute façon, tu peux jamais être le meilleur partout.
faut continuer d'apprendre déjà en extérieur. Je pense que tu continues de progresser et ça reste l'état d'esprit à la salle. Donc, je pense qu'on va continuer de performer au plus haut niveau. Et comment ça se passe en termes d'adaptation? Parce qu'on voit qu'Adesanya lui venait du kickboxing, Volkanovski il avait un background différent, toi t'as un background différent, pourtant à chaque fois vous avez tous une certaine ligne directrice qui est City Kickboxing, mais comment ils font pour vous prendre et dire bon bah toi Kevin tu viens du judo, donc forcément là où Adesanya avait des lacunes, toi tu ne les as pas, mais est-ce que c'est quelque chose qui se passe dès le début, vous avez une conversation et comme tu disais, ces petits objectifs, ça vient en fonction de votre background, comment ça se passe? Non, pas vraiment. En fait, on a les cours pro et amateurs des combattants tous les jours où tous les combattants viennent. Et souvent, ça se passe, comment expliquer? Genre, par exemple, si l'un d'entre nous va combattre un striker qui est gaucher, pendant 4 6 semaines, on va bosser vraiment techniquement sur qu'est-ce qu'il faut faire techniquement pour battre un striker qui est gaucher. Ensuite, il y a un autre combat, un mec qui va combattre un mec qui est très bon en grappling. Comment on va être sûr de pas se faire takedown et ainsi de suite. On fait ça pendant plusieurs semaines. Et au final, que tu aies un background en judo, en kickboxing ou en ce que tu veux, ça change rien. Il faut quand même réussir à progresser sur tous ces aspects du sport. Et sur le long terme, tu apprends un petit peu de tout. Ensuite, quand tu as un combat de prévu, on fait beaucoup de PAO, bien sûr, avec notre entraîneur, où on voit l'aspect technique et tactique qu'on doit aborder sur ce combat. Et c'est là où on progresse aussi énormément. Et ce sera une de mes dernières questions. Donc, Alexander Volkanovski a affronté Islam Makhachev. C'était un combat extrêmement serré. Et tu vois, on parlait tout à l'heure de Kamaru Usman. Ramzat, c'est aussi un des gars où aujourd'hui on se dit comment est-ce qu'on peut le battre. Visiblement, avec Islam Makhachev, vous n'étiez pas loin de la vérité pour battre le style Habib. Comment ça se passe quand il y a des gars comme ça? Quand vous allez affronter des types où plus qu'un adversaire, c'est presque une philosophie de vie, une culture que vous allez affronter. Est-ce que c'est toute la salle qui se met sur le dossier? Comment est-ce que ça fonctionne exactement? Ouais, c'est les entraîneurs qui sont vraiment focus sur le truc. Après, pour ces deux mecs que tu viens de dire, Islam et Ramzat ou Habib ou... Ouais. ouais, Hamzat et Islam, pour les deux qui sont très très bons en grappling, ils sont très très bons en grappling, clairement. Ils sont meilleurs que la plupart des mecs dans la catégorie. Mais ça engendre aussi d'autres choses. C'est très difficile d'être très très bon et d'être le meilleur sur tous les aspects du sport. C'est comme Easy. Easy, c'est clairement l'un des meilleurs, voire le meilleur en pied-point. Et il a montré que peut-être des fois, il peut avoir plus de difficultés dans certains aspects du sport. Hamza, il est très bon, mais il peut aussi perdre sur les aspects du sport qu'il ne domine pas encore et où il n'a pas l'expérience nécessaire. Et on l'a vu sur son combat contre Gilbert Burns. Gilbert Burns, c'est pas le meilleur en pied-point. Pourtant, il s'est fait énormément toucher contre Gilbert Burns et il a failli se faire mettre KO plus d'une fois. Imagine s'il combat un mec qui est très très bon en pied-point et en plus il sait défendre les takedowns proprement. Là, ça peut lui poser problème. Ouais, non, complètement. Mais et donc pour toi, c'est ça la clé pour battre un gars comme Ramzat? Ouais, bien sûr, je pense que c'est ça qui est beau dans ce sport, c'est que tu as tes forces et tes faiblesses, il a ses forces et ses faiblesses. Si chaque combat tu l'abordes de la même manière, tu vas perdre. Au bout d'un moment, tu vas perdre. Faut vraiment réussir à s'adapter. Ok, je suis bon ici, je suis moins bon ici, le mec il est bon ici, moins bon ici. Comment est-ce que j'utilise mes forces et ses faiblesses pour gagner le combat? Et voilà, c'est ce qu'on fait. C'est tactiquement, je pense que vraiment mon entraîneur, mes entraîneurs, ils sont très très bons à ce niveau-là. Et je pense que c'est ce qui fait la beauté du sport. Je pense que on peut battre des mecs qui sont techniquement meilleurs que nous, juste parce qu'on est plus intelligent qu'eux. Et là, c'est ma toute dernière question. Récemment, donc il y a Adesanya et Habib qui eux on sait ce qu'ils vont faire dans la cage. Grosso modo, on sait ce qu'ils vont faire. Et c'est les derniers gars, j'ai envie de dire, en tout cas plus récemment, qui ont vraiment marqué les esprits et qui, dans l'histoire du MMA, sont en train de gravir les échelons. Alors que les John Jones et les Georges Saint-Pierre, on a l'impression, j'ai l'impression, je sais pas si t'es d'accord, qu'ils se réinventaient en fonction de l'adversaire. Et est-ce que pour toi, on peut aujourd'hui, alors que le MMA a jamais été aussi dur, j'ai presque envie de dire, jamais été aussi complet, être ultra spécialiste d'un style et
adopter toujours soit le phaser plane ou soit ce que fait Adesanya et pourtant réussir à s'imposer sans avoir à se réinventer à chaque fois. Je pense que c'est de plus en plus difficile. Et maintenant, avec la nouvelle génération qui arrive, où ils s'entraînent dans tous les aspects du sport depuis le plus jeune âge, c'est quasiment impossible d'être un master dans l'une des disciplines et d'être beaucoup moins bon dans le reste. Et ouais, ça va être de plus en plus difficile. Clairement, maintenant, tout le monde est bon partout. Et ouais, il n'y a plus le choix. Il n'y a plus le choix. Mais bon, ouais, ça rend pas les choses plus faciles. Ça, c'est clair. Mais bon, ça va rendre les combats encore plus beaux. Beaucoup plus difficile à savoir où les combats vont aller et comment ça va se terminer. Mais ouais, maintenant, il faut vraiment être bon partout, il n'y a plus le choix. Et ouais, ça va être ça de plus en plus. Et bah parfait. Bah écoute Kevin, merci beaucoup de m'avoir accordé un petit peu de ton temps. Et puis on Merci à espère toi. te voir très très vite dans la cage de l'UFC. Ouais, espérons qu'on se voit à l'UFC Paris le 2 septembre. Aïe aïe aïe.